Retour dans Paris Direct pour notre nouveau rendez-vous de campagne, le temps de la campagne présidentielle ici en France. Chronique de campagne qui change d'horaire et prend la place du focus jusqu'à l'élection. Et pour commenter l'actualité politique du jour, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir Christine Clair. Bonsoir. Bonsoir. Alors une journée, on va prendre les grands thèmes, d'abord marqué par un grand meeting de campagne à gauche, celui de François Hollande à Marseille, entre 6 et 10 000 personnes qui s'étaient donné rendez-vous au dôme de la cité phocéenne pour assister à la grande contre-attaque, on l'attendait, du candidat socialiste à la récente offensive de Nicolas Sarkozy. Un François Hollande qui a cherché à s'adresser aux jeunes, a marqué aussi son territoire en allant notamment chercher son adversaire sur l'Europe. Écoutez. Comme président de la République, j'aurai à convaincre mes partenaires. On me dit, mais vous n'y arriverez pas, puisque le candidat sortant n'y est pas parvenu. Mais justement, c'est ce qui nous distingue. Et d'ailleurs, au-delà des personnes, la différence, c'est qu'un président sortant ne peut pas avoir la force qu'a un président nouveau, porté par le peuple français qui lui a donné sa confiance. Et faut-il y voir un clin d'œil du candidat Hollande à la France du non, cette majorité silencieuse qui avait voté contre le traité constitutionnel européen en 2005. Toujours est-il que cette nouvelle charge contre Bruxelles intervient au lendemain du ralliement de Jean-Pierre Chevènement, le grand contempteur de Maastricht, et après la nomination lundi en tant que conseiller spécial du candidat d'Arnaud Montebourg, le chantre de la démondialisation. Ajoutez à cela la présence très remarquée de Robert Hue, aujourd'hui l'ancien secrétaire national du Parti communiste, venu en guest star à Marseille. Christine Clair, d'abord, je vais vous demander ce que vous avez pensé de ce discours de François Hollande. Est-ce que ça va contribuer effectivement à relancer sa campagne au moment où, toujours en tête dans la plupart des sondages, on sent qu'il est dans un faux plat? Et puis également, est-ce qu'il tente un virage souverainiste aujourd'hui? Alors, c'est difficile quand on n'y est pas. Déjà, pour comparer, j'étais à Villepinte, j'étais pas ce soir à Marseille, j'étais hier dans la Drôme avec lui. La première chose qui m'a frappée, c'est une question de forme. On n'en parle pas souvent, mais c'est très important. C'est la voix. On s'étonne toujours que des hommes politiques n'aient pas travaillé leur voix, appris à faire descendre la voix dans les graves. On s'époumonne un peu rien qu'à l'entendre. Vous voulez être dans les aigus aujourd'hui? Oui, ouais. Il s'époumonne. Il est toujours en haut et ça fatigue. Ça le fatigue lui et ça nous fatigue nous à l'entendre. Bon, les thèmes, c'était pas très nouveau. Alors, vous parlez de virage souverainiste. Ça fait un bout de temps que l'électorat de gauche comme de droite, la France en général, est en train de glisser. C'est vrai, on appelle ça la France du non maintenant, mais quand on voit même Bayrou, qui a été le représentant du parti le plus européen, on disait européiste même, disait Le Pen. Bon, on ne parle plus que de la France. C'est vrai qu'il y a des déceptions ou une prise de conscience des réalités. Et en tout cas, un mécontentement, un malaise qui fait que les candidats qui s'appellent Sarkozy, Bayrou, Hollande sont obligés de se recentrer, si je veux dire. On dit beaucoup que c'est le diagnostic notamment de Patrick Buisson dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, que finalement, si on met tous les nonistes côte à côte, ça fait une majorité. Et est-ce qu'on commence à voir effectivement esquisser dans cette campagne la tentative de parler justement à cette majorité silencieuse? Je crois qu'on prête beaucoup à Patrick Buisson, qu'il y a beaucoup de guerre psychologique là-dedans, qu'il est très habile, effectivement, à faire croire que c'est lui qui a toutes les idées et à faire peur. On pourrait aussi dire que c'est Henri Guénaud, puisque Henri Guénaud était quand même un séguiniste. Enfin, la France du non, c'était aussi Philippe Séguin. Et la France du non, c'était aussi Fabius. Bon, ça a été quand même une majorité, et je pense que cette majorité a grandi. Donc, il faut certainement en tenir compte, tout en nous donnant aussi une lumière. Alors, il a beaucoup parlé de donner de l'espoir. Je sais pas, enfin, l'espoir du peuple de gauche, je crois que c'est tout simplement d'arriver au pouvoir, d'avoir enfin l'alternance dont il rêve. Est-ce qu'il croit vraiment l'espoir dans la victoire plus que dans les méthodes, qui va changer l'Europe? Ça, je ne sais pas. Est-ce que la France à elle seule peut changer l'Europe? C'est une autre question. En tout cas, François Hollande, qui pourrait aussi être tenté d'aller chercher des soutiens dans l'autre camp, y compris du côté de la famille Chirac. C'est le Canard enchaîné qui l'affirme. L'ancien chef de l'État continuerait d'afficher devant ses visiteurs son soutien à François Hollande, comme il l'avait déjà fait, on s'en souvient, publiquement l'année dernière, lors d'une visite dans leur fief commun de Corrèze. Christine Clair,
C'est vrai, selon vous, est-ce que c'est dû plus à la rancune tenace d'ailleurs de Jacques Chirac vis-à-à-vis de Nicolas Sarkozy ou d'une vraie sympathie pour François Hollande? Je crois que là aussi, il faut remonter un peu dans l'histoire. D'abord, il l'a écrit dans ses mémoires. Ce n'était pas seulement une boutade, comme on a voulu le dire, ou une blague, ou un mot qui aurait échappé à un homme vieillissant et fatigué. Non, pas du tout. Et ça fait quand même très longtemps qu'il combattait Nicolas Sarkozy, ou que Nicolas Sarkozy le combattait quand il était son ministre, à propos du modèle français et du modèle républicain. Bon, il l'a dit depuis longtemps, il ne se retrouvait pas dans le modèle de Sarkozy. Il est tout à fait cohérent avec lui-même. Il l'a écrit dans son livre de mémoire. Il considère que Hollande est un homme d'État, peut-être davantage dans sa tradition corrézienne radicale socialiste, finalement. Je crois que c'est tout à fait juste. Il ne faut pas aller chercher là-dedans ni une maladie, ni le vieillissement. Et la présence de Bernadette à Villepinte, c'est fait pour protéger les intérêts communs de la famille Chirac, ou est-ce qu'elle rallie vraiment Nicolas Sarkozy? C'est pour protéger son mari. Je crois qu'elle est obsédée par le fait que son mari est une sortie digne. Et que ce soit le procès, que ce soit les tracas en tout genre. Et elle préfère être bien, je crois, avec le président de la République. Et y compris l'UMP qui avait mis quand même de l'argent sur la table pour l'accord avec la mairie de Paris. Ça avait joué un rôle. Exactement. Il y a peut-être un renvoi d'ascenseur aussi là-dedans. Nicolas Sarkozy, lui en tout cas, qui a tenté de mettre un point final à la controverse née à des propos de certains de ses proches, on s'en souvient, sur la viande halal, aujourd'hui, en inaugurant un mémorial dédié aux soldats musulmans morts pour la France. On l'écoute. Nous souhaitons un islam de France, c'est sur quoi d'ailleurs tous ensemble nous travaillons, qui n'est pas un islam en France, qui est un islam de France. Je leur ai dit également combien je souhaitais que durant cette campagne électorale, certains de nos compatriotes ne se sentent pas blessés par des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Alors Christine Claire, ces propos après l'hommage appuyé de ces derniers jours, on s'en souvient, au harki. On peut se demander si la séquence qui se referme, c'est le résultat finalement d'une vraie maladresse que le chef de l'État essaye de mettre derrière lui, ou bien vraiment d'un débat qu'il a voulu poser dans la société? Non, c'est une volonté de couvrir à peu près tous les secteurs. C'est-à-dire qu'un jour, le premier jour, quand Marine Le Pen lance la polémique, il va à Rungis à 5h du matin et dit la polémique n'a pas lieu d'être. Le lendemain, son ministre explique qu'au contraire, oui, ça a tout à fait lieu d'être. Sarkozy se met à dire qu'effectivement, c'est un problème. Son Premier ministre dit que c'est un problème. Et puis maintenant, il dit de nouveau que c'est bon. Alors, on essaie de faire plaisir à tout le monde. Et je crois que c'est d'ailleurs une technique intéressante que j'ai retrouvée en étudiant même son fameux discours du 14 janvier 2007. C'est construit comme des millefeuilles. C'est-à-dire que finalement, on peut presque tout trouver et son contraire. Et chacun n'y trouve que ce qu'il est content d'y trouver. Et là, le recteur de la mosquée a l'air très content. Donc d'une certaine manière, un candidat qui parle à tous, et qui a un peu un couteau suisse finalement dans la campagne. Exactement. Merci beaucoup Christine Claire. On va se quitter avec une étude qui s'intéresse au rôle des jeunes dans la campagne. 5 millions de nouveaux votants à l'occasion de ces élections de 2012. Certains candidats ont voulu mettre leurs préoccupations au centre de leur programme. Mais que pensent les jeunes, eux, des propositions des candidats et sont-ils convaincus? La réponse. Notez le programme des candidats, c'est ce que propose l'agence Jungenpoor. Le collectif Génération Précaire, avec l'aide d'experts de tous les bords politiques, s'est inspiré du système des célèbres agences de notation pour évaluer les propositions des candidats à la présidentielle sur la jeunesse. Sur la base de 10 critères précis, ils ont jugé la crédibilité des programmes. Quand on voit les programmes des différents candidats, ils sont mauvais. Ils n'ont pas saisi toutes les mesures dans leur ensemble. La problématique de la jeunesse qui est diplômée, pas diplômée, au chômage, pas au chômage, tout ça, c'est quelque chose qui est un mystère pour eux. Les meilleurs, comme Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, n'ont obtenu qu'un C. Et les plus mauvais, comme Nathalie Arthaud et Philippe Poutou, ont atteint un E. Le constat est cinglant pour les présidentiables. Au fil de la campagne, certains n'ont pas hésité à faire des appels du pied à cet électorat en les mettant au cœur de leur programme. C'est pour la jeunesse de notre pays que je veux présider la France. Je veux redonner confiance à la jeunesse. Si on se présente à la présidence de la République, c'est forcément parce qu'on a la jeunesse comme priorité numéro 1. Pourtant, dans les couloirs du salon de l'étudiant, la fracture entre générations est une réalité. Ces jeunes qui, pour beaucoup, vont voter pour la première fois, n'ont pas l'impression que les politiques ont pris la mesure de leurs attentes. Par rapport au programme, j'ai encore rien vu qui me laissait espérer pour mon avenir. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui me correspond, qui répond aux questions que j'attends. Enfin, vraiment personne.
Avec un jeune sur 4 au chômage, chez les 18-25 ans, un jeune sur 5 sous le seuil de pauvreté et un premier emploi stable à 28 ans en moyenne, les défis de la jeunesse sont nombreux. Les politiques ont un peu plus d'1 mois devant eux pour atteindre le fameux triple A et redonner espoir aux jeunes. Et voilà, il nous reste malheureusement pas de temps. Vous vouliez dire un mot ? Oui, je voudrais dire un mot. Quand on va dans les meetings, il y a toujours ces jeunes qui portent les t-shirts, etc., qu'on pousse devant. Mais en fait, dans les meetings, il y a beaucoup de plus de 50 ans. Ouais. À l'image d'ailleurs de l'électorat, oui, puisque les plus de 65 ans sont beaucoup plus nombreux que les moins de 20 ans. C'est vrai que le problème, c'est d'aller les chercher, ces électeurs. Ouais. Mais apparemment, c'est pas encore réussi. Et ils se mobilisent aussi. Merci beaucoup, Christine Clair, d'avoir été notre invitée ce soir dans Chronique de campagne.